Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Il y a de ça 2 jours, LSS en plein live a annoncé qu'il y avait un ban. Alors c'est BR, parce que c'est ban et restriction. On va plonger au cœur de ces cartes pour comprendre comment elles fonctionnaient avec le reste du deck, en lien avec les interactions liées aux effets des personnages, mais aussi comprendre pourquoi est-ce qu'elles pouvaient poser différents problèmes. L'éditeur a publié un article qui explique les différents choix et qui donne son point de vue sur la méta. Je vais donc m'appuyer là-dessus pour construire une partie de l'analyse. Et enfin, à la lumière de tous ces changements-là, on va essayer de regarder quels sont les héros ou les héroïnes qui vont pouvoir sortir leur épingle du jeu et comment est-ce que la méta va pouvoir se réorganiser autour de ces nouveaux personnages. Lors du cooling à Seattle, on voit que la méta est extrêmement saine puisqu'on a une très grande diversité. Il y a 32 personnages, 29 plus 3 ici. Donc ça montre vraiment que on peut venir et se faire plaisir avec n'importe quel personnage. Gardons quand même à l'esprit que, par exemple ici, Arachne Sleepy est 35 fois moins joué que Syndra. Donc bien sûr que lorsque on a un ou une joueuse littéralement avec un personnage, dire que c'est représentatif de la méta, j'en sais rien. Par contre, ce que ça montre, c'est qu'on peut très bien venir en tournoi, se faire plaisir et aussi réussir. Par exemple, Faye, le seul joueur qui est venu, a réussi à transformer l'essai, à passer au J2. Ce n'est pas parce qu'on ne joue pas justement un personnage méta que c'est terminé. Tout le monde crie Gravy Bones, Gravy Bones, Gravy Bones. Alors oui, il y a peut-être beaucoup de monde qui a pu apporter ce deck-là, mais in fine, transformation 20%, hein, parmi les moins bons. Tashayo, même limonade. On voit que c'est un personnage qui est quand même très joué, qui n'a pas extrêmement bien transformé. Est-ce que ça veut dire que le personnage est nul, ou est-ce que ce sont les joueurs qui le sont? Alors, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais l'idée c'est que c'est pas parce que un personnage ne transforme pas qu'il est nul ou qu'au contraire il transforme qu'il est bon. Voilà, il y a plein de paramètres, il y a le match-up, il y a aussi un tout petit peu de random, d'effets de jeu éventuellement, mais bref, ce que ça montre en tout cas, c'est que il est possible de bien s'en sortir avec des personnages qui sont très peu joués, typiquement Tough Nut ou Pléiade, personne ne l'attendait. Ce que ça montre aussi, c'est qu'on les joueurs et les joueuses sont aussi là pour se faire plaisir et arriver avec leur personnage qui maîtrise leur personnage et que peut-être qu'il y a des builds hors méta et justement essayer de venir avec un personnage entre guillemets outsider que l'on maîtrise, on a trouvé une ligne, on a trouvé quelque chose pour pouvoir justement s'attaquer au mammouth. C'est un peu moins visuel mais c'est tout aussi intéressant. Ici je vous ai représenté un diagramme avec en bleu le nombre de joueurs et de joueuses en tout, donc qui se sont présentés, et en orange le nombre de joueurs qui a transformé, et donc en fait ça permet de voir ici en ratio les personnages qui transforment. Faye est tout en haut, donc c'est classé par taux de transformation décroissant. Faye 100%, après on retrouve Jarl, Kano qui est passé LL, RIP, Florian, Verdance, Arachne. Alors on voit que Verdance elle est presque la moitié, Arachne est sur un tiers à peu près, et ensuite on passe vraiment au 30% pur avant de diminuer un petit peu. Si on regarde Syndra, on voit que elle est juste à 1/5, donc 20%. C'est pas étonnant en fait de voir sur ces personnages là qui drainent énormément de joueurs et de joueuses, d'avoir un taux de transformation aussi bas, en particulier. Si on regarde Gravy Bones, ça montre aussi qu'il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui viennent avec ces gros decks là, et puis finalement, il y a une sorte d'écrémage, en particulier pour Gravy Bones, parce que c'est un deck qui est très difficile à jouer, qui est aussi un petit peu random, on va pas se le cacher. En termes de transformation, passage au J2, il y a un petit peu des personnages inattendus. Voilà, Puffin, très bonne perf, Jarl aussi. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'il était en dessous, et puis là de voir qu'il y a un bon taux de transformation, ça fait toujours plaisir pour ce genre de personnage là. Tout à l'heure j'ai dit que la méta était très saine, LSS le dit aussi, ou plus exactement je dis comme LSS dans le sens où à un moment donné 15 personnages différents qui sont passés au J2, donc la moitié quasiment. Bon après je vous dis rien, si vous n'avez pas regardé, je vous dis pas pour la fin, etc.
Mais en tout cas, les gros pics ne transforment pas si bien et il est possible de venir se faire plaisir avec un personnage qui, a priori, n'est pas méta. La première carte dont il est question, c'est une carte de l'extension Rosetta qui s'appelle Rootbound Carapace. Avant de comprendre pourquoi est-ce que justement elle a posé des petits soucis, on va d'abord regarder les compétences des héros qui l'utilisent, en l'occurrence Florian et Verdance. Ces deux personnages ont le début du texte qui commence de la même manière, qui est s'il y a 8 ou plus cartes terre dans la zone de bannissement, carte terre c'est avec le mot-clé terre, et bien alors il se passe quelque chose. Pour Florian, à chaque fois qu'il va créer un aura, un token, il va créer ce nombre plus 1. Et pour Verdance, à chaque fois qu'elle va gagner un point de vie à son tour, elle va faire un dégât d'arcane à l'adversaire. On comprend donc que les personnages ont un intérêt à bannir des cartes avec le mot-clé terre. Cette mécanique-là s'appelle la décomposition. Parmi les cartes qui décomposent, on a celle-ci qui est vraiment iconique et qui propose de décomposer lorsqu'elle attaque. Autrement dit, lorsque c'est à votre tour, à vous, de jouer. Le souci avec cette carte-là, c'est que vous décomposez, c'est-à-dire que vous jouez ce qui vous intéresse lorsque c'est au tour de l'adversaire, donc en défendant. Et en plus de ça, pour vous récompenser de jouer la décomposition, vous avez un bonus de défense. Cette carte-là, c'est une défense-réaction. Il y a un petit memento des règles pour vous rappeler que vous avez le droit de défendre depuis l'arsenal puisqu'il s'agit d'une défense-réaction. Et elle vous propose de décomposer avec en plus de ça un bonus à la défense. Le souci qui se pose, c'est que ça accélère énormément le processus de décomposition quand c'est pas à votre tour de jouer. Autrement dit, lorsque vous êtes en train de défendre, vous êtes quand même en train de décomposer. Sachant que la décomposition apporte un bonus très important, c'est pour ça que LSS a décidé de ralentir un petit peu ce processus-là. Sinon, pour ralentir le processus de décomposition, il suffit de mettre au frigo. LSS explique en substance que le processus de décomposition peut être vu selon deux axes. D'une part, c'est un processus proactif, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à vouloir le faire à notre propre tour, ou alors d'autre part, c'est un processus qui peut être réalisé aussi dans une plus grande diversité de plis. Autrement dit, lorsque par exemple vous êtes en train de défendre, typiquement c'est le cas de cette carte-là. Donc le problème ne vient pas de la carte en soi, mais plutôt du fait qu'elle accélère de manière un petit peu trop importante ce processus-là pour atteindre le but de ces deux héros, à savoir avoir les 8 cartes terre bannies dans une trop grande diversité de situations. En particulier, là, il y a une énorme punchline puisque on nous annonce directement que, en fait, Verdance et Florian vont avoir de nouvelles, ici new ways, donc au pluriel, de nouvelles façons de décomposer dans quelques mois avec l'arrivée de Compendium. En gros, le message, c'est ne gueulez pas trop vite, parce que de toute manière, dans quelques mois, tout va changer avec la sortie, et puis vous allez avoir de nouvelles façons de jouer cette mécanique, donc franchement, ça va aller. La deuxième carte bannie, c'est une carte de l'extension The Hunted, alors je vais vous épargner les oreilles et ne pas la prononcer. Syndra a une mécanique extrêmement intéressante et ses kunai, surtout si vous êtes comme moi joueur de Gravy Bones, elles vont vous faire faire des cauchemars. Syndra, elle dit que lorsque vous touchez un héros qui est marqué, donc il y a ça, qui est condamné, vous créez un Filthy Token. Filthy Token, ça transforme, en gros, je vais vite, ça transforme votre prochaine attaque en draconique. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une draconique? Parce que vos kunai, quand vous allez vous en servir, vous allez les jouer et ils vont se détruire. D'accord, c'est écrit ici, détruisez cette carte. Donc, elles vont dans le cimetière. Et le but pour Syndra va être de les ramener. Comment est-ce qu'elle les ramène? Eh bien, elle va payer 3 de ressources pour ramener jusqu'à 2 dagues. Bien sûr, le but, c'est d'avoir des maillons qui soient draconiques, et en particulier au moins 3, parce que ça vous permet de pouvoir faire revenir ces dagues de manière totalement gratuite. LSS nous assure que le retrait de cette carte-là, donc celle qu'on est en train de traiter, va améliorer de manière significative l'expérience de jeu contre Syndra.
J'espère et je pense d'ailleurs que ça sera le cas. Cette carte-là coûte 3 ressources pour être jouée. Cependant, elle coûte 1 de moins, une ressource de moins, pour chaque maillon draconique que vous contrôlez. Donc bien sûr, vous allez vous arranger pour contrôler 3 maillons draconiques. Elle attaque à 3, donc c'est quand même une 3 pour 0 avec Go Again. Et quand elle attaque, les dagues que vous contrôlez ont plus 1 et coûtent 1 de moins à jouer. Je vous la fais brève. Vous êtes ici, vous avez vos 3 maillons draconiques. Vous mettez elle, vous envoyez 3. Comme chaque kunai coûte 1 de moins à jouer, puisque c'est écrit ici, coûte 1 de moins à jouer, et que les kunai coûtent une ressource à jouer, ça veut donc dire que les kunai viennent pour 2 sans coût. Autrement dit, vous avez mis déjà vos maillons. Vous arrivez là, vous mettez 3, 4, 5, 6, 7, sans payer aucune ressource. Et avec un Go Again, Après, elles sont détruites. Donc ça veut dire que concrètement, vous avez fait un tout. Juste avec cette carte-là qui se combine, vous mettez 7. Ce qui fait que si ça arrive, T1, T2, T3, pour remonter après ça, ça va être vraiment très 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 difficile. C'est donc une excellente nouvelle que cette carte quitte le circuit CC, en tout cas au moins pour l'instant. Tout à l'heure, en vous présentant Syndra, je vous ai dit qu'une façon de rendre des maillons draconiques, c'était de toucher un héros marqué. Donc ça crée ce token là et en instantané on peut avoir ça. Il y a une autre façon aussi, c'est-à-dire qu'une 3 pour 0 Go Again et la prochaine attaque devient draconique. Ce qui fait que c'est extrêmement stable au niveau du gameplay d'avoir en fait ces cartes là qui vous donnent draconique, puisque je vous rappelle que le but de Syndra c'est d'avoir au moins 3 draconiques pour pouvoir faire revenir gratuitement ces kunai. Non, le personnage n'est absolument pas enterré. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'elle va nécessiter, je pense, un petit peu plus de finesse. Non pas que les joueurs de Syndra manquent de finesse, mais ce que je veux dire par là, c'est que avec ça, c'est extrêmement lisible. C'est-à-dire que qu'importe la main que l'on ait, même si jamais on n'a pas assez de cartes draconiques ou qu'on n'a pas pu faire ces jetons-là pour transformer en maillon draconique, et bien en fait cette carte là permettait d'avoir les maillons draconiques. En gros l'idée c'est que ces arts du dragon, en très très synthétique, sont des cartes qui vont avoir des bonus si elles sont draconiques. Ici vous allez attaquer l'équipement adverse en mettant des compteurs -1, ici vous allez faire du dommage en direct, et celle-ci les 3 prochaines cartes que vous jouez, donc c'est surtout elle qui est jouée à nouveau, les 3 prochaines cartes que vous jouez coûtent 1 de moins. Dans la méta, comme on l'a vu, il y en a un qui tire son épingle du jeu et non pas les ficelles. C'est Arachni dans sa version marionnette. Là où LSS a fait un excellent move, c'est qu'il n'a pas banni la triplette, mais seulement 2 parmi les 3. C'est-à-dire qu'il y a la jaune et la bleue qui sont bannies, par contre la rouge est conservée. Si c'est très bien vu, c'est parce que ça met un gros tacle à Arachni marionnette, mais pour les autres assassins, en particulier Arachni Sleepy, d'ailleurs, j'ouvre une micro-parenthèse, j'ai mis à jour la liste de l'upgrade que j'avais réalisé. Je ferai une vidéo prochainement là-dessus, mais là je suis un petit peu sous l'eau, donc je suis désolé, je suis vraiment désolé. J'ai mis la liste à jour, mais la vidéo elle va arriver plus tard. En 2 mots, on a enlevé les Orb Weaver Spinneret et on a mis à la place Toxicity. Voilà. C'est pas un vrai remplacement, mais sinon il faut vraiment tout refaire, et là pour quelques centimes, on se met une carte et ça roule. Je clôt la parenthèse pour cette histoire de Sleepy, en tout cas Arachni version Sleepy. Je répète, on a donc bien uniquement la jaune et la bleue qui sont bannies. La rouge, elle reste. Ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que en gros, vous équipez une, je répète que c'est féminin, j'ai fait tout un live dans ma vidéo sur Arachni, c'est une Kélisser de Graphène. Une fois par tour, donc avec Stealth, une fois par tour pour une ressource vous attaquez. Mais surtout, si vous attaquez un héros qui est condamné, qui est marked, l'attaque gagne encore une fois. Dit comme ça, on se dit, bon bah ok, c'est une attaque à 1, mais le souci c'est qu'il va bien falloir la parer ou l'encaisser. Donc ce que ça renvoie comme message, c'est que ce n'est pas un personnage qui va faire une ou deux grosses attaques, mais plein de
petites attaques. Et d'avoir cette possibilité-là d'en générer autant, eh bien, pour Marionnette, ça va lui mettre un bon coup dans les pattes. Par contre, pour Sleepy, on peut trouver différentes solutions et jouer en fait sans cette mécanique-là. Si j'ai parlé du fait que je trouvais ce bannissement extrêmement élégant, c'est d'autant plus subtil que en fait c'est un ban préventif. Comme on l'a vu, Arachni est en train de vraiment monter. Si on tape sur les 3 qui sont bien installés dans la méta, ben, Arachni qui est déjà en train d'arriver fort derrière, ah ben là en fait il va avoir le champ libre. Et le but c'est pas de baisser le niveau des 3 contenders actuels pour en voir un qui va décoller. Donc le but c'est de baisser tout le monde. Et donc en présupposant que Arachni va monter, alors c'est pas compliqué à voir, hein, les chiffres le disent, mais ce tacle là il est fait pour justement baisser aussi celui qui est en train de se détacher du lot actuellement. Donc c'est vraiment quelque chose de préventif et je trouve ça vraiment d'une très grande finesse. Cela montre aussi que l'éditeur est extrêmement attentif par rapport à la méta, par rapport aux héros qui sont en train de monter et est capable de pouvoir faire des bans préventifs. Et ça c'est un excellent signal pour le Silver Age qui arrive. Si, comme moi, vous n'avez pas vraiment de chance avec le jeu, ou en tout cas le hasard, les tirages, etc. J'ai de la chance par ailleurs, mais pas en tout cas là-dessus. Ben, en fait, cette carte, ça va vous faire un petit peu ni chaud ni froid. Cependant, quand ça touche, on a vraiment quelque chose d'incroyable. Cette carte-là, c'est explorer les hautes mers, chart the high seas, qui permet de regarder les cartes du dessus du deck, et vous pouvez pitcher une des cartes bleu parmi elles et mettez le reste dans votre cimetière. Créez un jeton gold pour chaque carte jaune mise dans votre cimetière de cette manière. Et bien sûr, on a encore une fois. Cette carte-là, quand les planètes s'alignent, on peut vraiment faire des choses qui sont extrêmement désobligeantes pour l'adversaire et surtout avoir un tour qui peut renverser la partie. Clairement. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'éditeur souhaite la bannir. C'est pas une carte prépondérante, c'est-à-dire que ça vient pas toucher au moteur du deck. Par contre, ça vient limiter les énormes revirements de situation, les plot twists, juste sur une carte. Alors, voici comment ça se passe. Je vais vous montrer un pli et j'ai simplifié ça à l'extrême. C'est-à-dire que on va juste jouer cette carte-là en main, rien d'autre, et vous allez voir tout ce que ça va trigger pour Gravy Bones et surtout quelles sont les différentes possibilités que vous allez avoir. Donc, je joue ça. On nous dit de regarder les 2 cartes du dessus, de pitch une bleue, donc je viens pitcher celle-ci. Comme une capacité la mise depuis mon deck sur une zone face en l'air, je gagne un point d'action. Je discarde la jaune, donc je discarde la jaune, je gagne un gold. Comme c'est un allié, ça va trigger ici. Je viens l'engager, et je passe ici à 4 ressources. Je ferme la chaîne, j'ai mis une bleue dans mon cimetière, donc ça veut dire que je peux jouer un allié qui est dans mon cimetière. Donc l'allié arrive ici. Donc là j'ai 0 ressources. Là je passe à 1. Grâce au compas, la première carte jouée depuis le cimetière a Go Again. Donc ça veut dire que lui, de facto, il va se retrouver avec un Go Again. Et là, ben, ça dépend un petit peu de ce que j'ai. Soit j'ai un deuxième allié, je vais pouvoir mettre l'allié grâce au Go Again et utiliser mon dernier point ici pour pouvoir attaquer. Ou alors, ben, j'ai pas d'allié. Et puis, ben, on reste comme ça. Mais surtout, comme j'ai créé de l'or, je peux venir faire une attaque ici, par exemple, à 4 avec le hook. Et en fait, venir bait pour être certain de forcer l'adversaire à bloquer. Parce que si l'adversaire se dit, bon, ben, c'est bon, c'est 4. Par exemple, je bloque 3 et tant pis. Ben, en fait, ça va forcer l'adversaire à défendre soit avec 2 cartes, soit avec une carte plus une pièce d'équipement. Ben, sinon, dans un seul tour, je me fais 2 gold. Autant sur les personnages précédents, je me sentais pas spécialement légitime et voilà, je vais pas recracher ce que j'aurais pu trouver à droite et à gauche.
Mais sur Gravy Bones, je vais essayer de proposer ce vers quoi je pense qu'on va tendre, en tout cas ce vers quoi je vais tendre pour essayer de m'adapter à ces changements-là. Voilà, le retour à la couronne. Bon, je pense que c'est un choix très intéressant, en tout cas selon le match-up, pour vraiment avoir ce goal de départ qui peut vraiment permettre de pouvoir pallier une main un peu délicate ou au contraire lancer directement un gros assaut en combinaison avec celui-ci, le prêteur sur gage. Alors je n'avais acheté 3, pour être précis 2 au début puis 1 en me disant bon mais parce que ça de toute manière j'ai entre guillemets un peu investi avant que ça monte trop et bien m'en a pris. Voilà, je pense qu'on va passer à 3. Voilà, moi j'étais à 2. En plus j'ai touché en foil et je trouve que c'est vraiment très beau. Bref. Et je pense qu'on va a priori devoir passer à 3 donc pour compenser cette histoire de gold. Et j'ai le sentiment que LSS veut que l'on revienne à quelque chose qu'on jouait au tout début. Alors peut-être que 3 whalers j'exagère un peu. Bon moi j'en avais un dans mon deck mais 3 j'exagère peut-être un peu. Mais je pense que voilà, pour compenser la ressource, on devrait peut-être partir sur Give No Quarter, où j'avais la chance de l'ouvrir sur mon tout premier display Flesh and Blood. Voilà. J'avais ouvert lui, j'en ai ouvert un aussi. Alors je sais plus lequel c'est parce qu'ils sont tous les 3 en anglais, mais bref. Je sais plus lequel j'avais ouvert, ça j'avais acheté aussi. Mais bref, voilà, vraiment magnifique. Et voilà, les prochaines cartes alliées coûtent 3 de moins à jouer, les 2 prochaines coûtent 3 de moins à jouer, donc c'est vrai qu'on va être tenté de revenir, voilà, peut-être sur une paire de ce whaler qui, je le rappelle, a 7 dans du 11 d'attaque. Il coûte cher hein, à mettre en place puis à jouer, mais là ça fait un énorme hit. L'idée c'est que cette carte là elle est tellement polyvalente, elle permet de faire tellement de choses ensuite. Vous avez vu hein, juste là j'ai pu renvoyer des alliés, puis bon selon ce qui tombe etc ça peut vraiment être très intéressant. Et à un moment donné on peut tomber sur la composition parfaite à tel moment contre tel personnage et en fait mettre un très gros tour pour faire en sorte que le delta soit après trop important pour pouvoir être comblé, réduit. Et c'est vrai que cette carte là donne un énorme pic avec d'un coup sans que ni nous l'ayons prévu ni que sans l'adversaire ait pu le voir, on se retrouve avec un tour avec des dégâts colossaux de manière totalement impromptue, ce qui fait que ça pouvait avoir un côté un petit peu toxique. Rassurez-vous, Gravy Bones n'est pas mort, il a de très beaux jours devant lui, même si LSS annonce qu'il va y avoir dans Compendium des cartes spécifiques pour pouvoir battre le match-up avec des alliés. Donc à force de taper dessus, peut-être que Gravy Bones va un petit peu diminuer en puissance, mais à ce moment-là, on se réadaptera et on trouvera toujours de nouvelles solutions. Lorsque les héros ou les héroïnes qui dominent se font un petit peu rappeler à l'ordre, ce sont les personnages contre lesquels le match-up était déjà favorable malgré cette domination qui vont pouvoir s'exprimer un petit peu plus librement. Ce qui fait que ces personnages-là s'exprimant, tout le reste du roster va devoir s'adapter à ce nouveau changement-là. Ce qui fait que ça va apporter de nouvelles dynamiques et aussi de nouveaux gameplays. Petit disclaimer avant de poursuivre. Sur Fablazing, donc l'outil que je vais utiliser pour vous présenter les différents pourcentages, je suis un membre premium. Ce qui fait que j'ai accès à des statistiques, on va dire en plus, ou en tout cas beaucoup mieux présentées, beaucoup plus développées aussi. Donc par respect pour leur travail, je ne vais pas tout vous dévoiler non plus, mais c'est aussi une occasion pour faire un petit peu de pub indirecte, pour vous montrer en fait l'énorme différence qu'il y a quand justement on devient membre et à quel point en fait le travail de fond qui est réalisé est incroyable, puisque déjà en membre gratuit on a accès à énormément d'informations, mais en souscrivant ça nous apporte vraiment un énorme plus en termes d'analyse et surtout de chiffres. Donc si vous adorez ça, vraiment foncez. Je vais le dire qu'une seule fois, au moins c'est fait. En fait, d'être membre premium, ça donne accès à tous les match-ups en même temps. On n'est pas obligé de cliquer héros par héros, là on a tout d'un coup.
Donc là, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est en vert, c'est un match-up pour Florian extrêmement favorable. Donc à la limite, il va le devenir peut-être un petit peu moins. Mais ce qui est intéressant, ça va être surtout les personnages contre lesquels Florian a déjà un match-up défavorable. Et donc ces personnages-là vont pouvoir avoir plus de place pour pouvoir s'exprimer. Typiquement, là on voit Oscillo et Jarl contre Fang aussi. Alors j'ai mis que sur une semaine, donc il n'y a pas encore beaucoup de matchs pour que ce soit assez pertinent. Mais on voit déjà que juste sur une semaine, Florian était déjà en difficulté face à ces personnages-là. Donc a priori, au moins pour Florian, on sait déjà que ces personnages-là vont pouvoir encore pousser. Il faut maintenant vérifier le win rate de ces personnages-là contre les autres qui ont aussi reçu un petit coup derrière la tête. Là, on est sur la fiche de Gravy Bones. On voit Dorinthea, bien sûr, toujours pareil. On retrouve le Katsu de tout à l'heure. Max, bon, il n'y a que 7 matchs, mais je suis quand même très étonné. Tant mieux, on retrouve Prism, bon, Syndra, évidemment, Oscillo, qu'on avait déjà vu tout à l'heure, Jarl aussi. Bon, Verdance, Florian, ils sont déjà ici, mais on voit que il y a déjà une plus grande diversité de personnages par rapport à Florian, mais qu'il y a en tout cas des personnages communs avec ceux qui déjà étaient forts contre Florian. Syndra, alors toujours Max, moi ça me fait rire, là 5 matchs, mais Syndra était vraiment très très loin derrière. Donc voilà, c'est sympa d'observer Max parce que voilà, c'est un personnage qui a jamais brillé. Et là en tout cas c'est cool de voir en tout cas au moins transitoire sur quelques matchs. Hein. Là c'est sur 5 matchs, c'est pas du tout révélateur. En tout cas c'est très sympa de voir à quel point il peut éclater Syndra. Et d'ailleurs même Gravy Bones juste avant aussi. Hein. C'est très chouette. Pareil, hein, très petit échantillon. Mais voilà, de façon transitoire, c'est toujours sympa à observer. Pour des personnages comme ça un petit peu outsider. Dorinthea, toujours très très bien placé. Tiens, on a un gardien, on a Victor. Prism aussi, qui est pas mal. Dashayo arrive. Par contre, elle gagnait bien. Ouais, Oscillo, ouais. Elle gagnait très très bien sur Oscillo, donc vu qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, ça peut être pas mal aussi. On voit Kaio, très bon score aussi qu'on a déjà vu traîner. Ça risque de pouvoir atteindre, voilà, passer de 60 peut-être à 50. J'en sais rien, hein. Mais en tout cas essayer de revenir plutôt vers cette partie-là. La dash est toujours très bien placée. Hein. La Dashayo est toujours très très bien placée. On est sur Arachne Marionette, on voit qu'il souffre énormément contre Florian, contre Gravy Bones et contre Syndra. Bon, c'est à peu près équilibré. Donc en fait, si ces personnages-là sont moins forts, et ben ils devraient pouvoir remonter aussi. Ce qui fait qu'Arachne, a priori, pourrait justement devenir encore un petit peu meilleur. Donc ce ban préventif est vraiment très très bien senti à nouveau. Mais on voit aussi que, par exemple, des match-up très favorables contre Oscillo, Dash, Dorinthea, qu'on retrouve aussi Victor. Je vois pas Jarl. Ouais, Jarl, il est vraiment loin. Il est vraiment loin derrière. Mais en tout cas, voilà, on voit ces noms-là qui traînent, qui sont 56, 57, peut-être 60, et qui n'attendent que justement de pouvoir s'attaquer à ce personnage-là pour pouvoir remonter et l'empêcher un petit peu d'exploser. Donc là, c'est vrai que c'est très bien vu, puisque si Florian... si Marionnette avait déjà du mal contre Florian, et que là, Florian est encore en dessous, ben là, Florian va se faire enterrer, Gravy Bones pareil, Syndra aussi. Donc c'est pour ça que c'est une très très bonne chose qu'il y ait ces bans préventifs. Si on revient sur l'analyse du début, on voit en fait qu'il y a des personnages dont le taux de conversion est extrêmement intéressant. Alors, Faye, c'est tant mieux, hein, le joueur ou la joueuse la seule qui est arrivée avec Faye est passé au J2, donc extraordinaire. Mais on voit que des personnages dont on a déjà entendu parler en regardant un petit peu tout à l'heure, on retrouve Jarl, qui convertit quand même à 50%. Bon, Kano qui passait à l'aile, RIP. Florian c'était bon, Verdance aussi, Arachne Marionnette 30%. Oscillo, on voit qu'effectivement c'est peut-être un petit peu moins, mais il est quand même plutôt joué, tout comme Prism, avec une conversion qui est
tout à fait honorable. Donc on sent qu'on a des personnages qui poussent derrière. Dash, ça paraît un petit peu moins, parce qu'il y en a, entre guillemets, que 2 qui ont converti sur 18. Cependant, on a vu que elle était, dans le contexte actuel, un petit peu en souffrance, mais que un réajustement de ces personnages-là pourrait lui permettre de pouvoir vraiment s'exprimer. Et après, à voir comment est-ce que tous ces autres personnages-là pourront s'adapter. Puisque par exemple, les gardiens vont contre, par exemple, Oscillo et Dash, qui sont en train de potentiellement de remonter, et ben on sent que les gardiens ont vraiment quelque chose à jouer. Donc voilà, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, il y aura a priori Oscillo et Dash qui vont remonter un très bon aggro, aussi Caillot, alors que ce soit UC ou AD, ça pourrait être une bonne chose. Jarl aussi. Donc voilà, peut-être que ça va être son moment et que ça, c'est un petit étincelle pour qu'il revienne sur le devant de la scène. Voilà, c'était le récapitulatif. Mon petit point de vue. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu ou moins plu. N'oubliez pas que LSS est très attentif à ces différentes méta, ces différents ajustements de cartes et que rien n'est gravé dans le marbre. Typiquement, c'est écrit noir sur blanc que potentiellement Charge of Isis pourra revenir et que en fait, selon la méta, des cartes qui sont actuellement dans le contexte actuel bannies pourront tout à fait revenir. Concernant Silver Age, on est en phase de bêta test, clairement, donc il n'y a aucun ajustement qui est prévu sur ce format-là avant la sortie officielle en février de Compendium. Donc en attendant, faites-vous plaisir, soyez créatifs et créatifs, éclatez tout avant que justement LSS fasse un petit peu le ménage dans tout ça.